et bienvenue sur cette nouvelle vidéo qui s'intitule La manipulation Kesako. Je m'appelle Anita Rossier, je suis hypnothérapeute et coach. Et voilà, j'ai une chaîne YouTube, peut-être que vous avez vu de précédentes vidéos préalablement, sur laquelle je n'ai pas publié depuis un certain temps. Alors pour ces fêtes de fin d'année et pour Noël, j'ai eu envie à nouveau une fois de faire une nouvelle vidéo. Alors mon style, c'est vrai, c'est de faire des vidéos assez longues. Parce que voilà, je prends du temps à les préparer et puis j'aime bien traiter un sujet du début à la fin. Et puis peut-être c'est aussi la raison pour laquelle j'en fais un peu moins souvent. J'espère en tout cas que celle-ci vous sera utile. Alors c'est vrai que pour les fêtes de Noël, la manipulation c'est peut-être pas le plus joli sujet que j'aurais pu traiter, mais ça me paraît toutefois un sujet très important dans la mesure où les personnes hypersensibles, finalement nous sommes quand même assez vulnérables à la manipulation, et ceci pour diverses raisons. Je dirais que la raison principale, c'est probablement qu'on a pris l'habitude de beaucoup trop analyser, de beaucoup trop réfléchir et de ne pas faire suffisamment confiance à ce qu'on ressent. On se sent souvent aussi différent, on manque de confiance en nous. Tout ça sont des éléments qui font que ça fait de nous des proies faciles. Alors voilà, qui suis-je? Eh bien, j'ai préalablement fait une formation scientifique, j'ai été passionnée par les sciences, j'ai vraiment adoré ce que j'ai fait, j'ai travaillé pendant 15 ans dans l'industrie pharmaceutique et je dirais que c'est surtout dans le cadre de mon travail que j'ai pu expérimenter un petit peu ce que ça voulait dire la manipulation. Voilà, j'ai eu pas mal de soucis avec l'autorité, avec la hiérarchie, à comprendre les codes sociaux. J'ai pas mal souffert, je dois dire, au travail, même si voilà, j'ai aussi eu d'excellents moments, d'excellents partages, beaucoup de rires, de magnifiques projets. J'avoue qu'il y avait cette partie-là, vraiment, on va dire, des interactions, des luttes de pouvoir qui me convenaient pas du tout. Puis aussi, j'avais beaucoup de mal à imaginer que certaines personnes pouvaient mentir ou cacher certaines choses ou jouer un jeu. Et puis, ce qui fait que je me suis probablement très souvent laissée prendre. Alors moi, j'ai eu la chance, en revanche, de ne pas trop souffrir de ça dans mes relations amoureuses ou dans ma vie privée. Je dois dire que ça s'est principalement situé dans les domaines du travail et des interactions professionnelles. C'est pour ça que cette vidéo ne traite pas des pervers narcissiques, etc. Parce que personnellement, j'ai jamais été confrontée à ça. Donc, je suis vraiment pas du tout la meilleure personne pour parler de ça. Toutefois, je sais et j'ai vu qu'il y avait énormément de vidéos sur le sujet déjà. Donc, je pense que vous trouverez à boire et à manger si c'est vraiment ce que vous recherchez. Alors, justement, j'ai entamé une reconversion professionnelle qui a débuté d'abord par une grande thérapie longue, je dirais quasiment sur une vingtaine d'années si je compte tout ce que j'ai fait. J'ai développé ce désir de moi-même me former d'abord surtout par intérêt. Et puis finalement en 2012, j'ai commencé à consulter d'abord en dehors de mon travail, puis j'ai commencé à réduire mon temps de travail et là depuis le mois de mars, je suis vraiment à 100% hypnothérapeute et coach. Je me suis spécialisée dans l'accompagnement des personnes hypersensibles, des troubles de l'anxiété, les états dépressifs et puis aussi bien sûr les personnes qui font les transitions de carrière. J'ai certaines connaissances aussi au niveau de la douance et du syndrome d'Asperger. Alors, qu'est-ce que l'hypersensibilité, vu que c'est mon domaine et puis que c'est aussi un petit peu en lien avec cette vidéo, même si je pense qu'elle concerne vraiment tout le monde. Alors là, si vous voulez plus d'informations, il y a d'autres vidéos, il y en a vraiment pas mal, je ne sais plus combien j'en ai fait sur le sujet, notamment l'hypersensibilité du fardeau cadeau qui reste la vidéo préférée de tout le monde, en tout cas si j'en crois le nombre de vues. Mais alors, je vais aborder légèrement les grandes lignes et puis ensuite, voilà, je vous propose de vous référer à ces autres vidéos. Alors, moi maintenant, je préfère parler de haute sensibilité parce que j'ai le sentiment que l'hypersensibilité, c'est un peu comme une pathologie. Et c'est vrai que ça peut devenir un problème, ça peut devenir vraiment douloureux, notamment quand on ne peut plus contrôler ses émotions, on ne peut plus choisir à quel moment on les exprime. C'est aussi un problème quand l'hypersensibilité commence à toucher tout ce qui est de l'ordre de l'électrosensibilité, de l'hypersensibilité chimique, quand on commence à avoir des maladies auto-immunes, etc. Parce que tout ça, c'est un des risques liés aux personnes à haute sensibilité, surtout et principalement parce qu'elles sont plus vulnérables au stress.
Évidemment, ça peut aussi évoluer vers un trouble anxieux, vers des états dépressifs. Alors là aussi, plein de vidéos déjà sur le sujet. Ce que j'aimerais dire, c'est que, en tout cas, ce ne sont pas des fatalités. Et c'est pas parce qu'on est une personne hautement sensible qu'on souffre obligatoirement. C'est vrai qu'on a un parcours différent, peut-être un peu plus compliqué, mais allez savoir, peut-être aussi plus passionnant. Si on commence à souffrir trop, là, c'est qu'on est tombé un peu dans un piège, je dirais. Soit on n'a pas su prendre soin de ces spécificités de personnes hautement sensibles, voilà, soit on souffre de blessures qu'on n'a pas encore guéries, soit on porte un fardeau trop lourd pour nous. Et alors là, c'est vrai que le corps humain s'épuise et commence à avoir des troubles, notamment de l'immunité, j'en ai déjà parlé, de l'anxiété, qui est clairement un signe de stress prolongé, ou alors des réactions accentuées, je dirais au bruit par exemple, à la lumière, qui font que les personnes sont vraiment, tombent là sous une forme de handicap. Mais je dirais que pour la plupart des personnes hautement sensibles, c'est vraiment possible de bien vivre avec cette condition et d'être même très très heureux. Il semblerait d'ailleurs que pour les personnes qu'on interroge en fin de vie, ce soit les personnes hautement sensibles qui partagent avoir eu la vie la plus riche et la plus enrichissante. Il y a aussi souvent une grande spiritualité qui est associée, c'est qui donne voilà, une couleur vraiment magnifique à la vie. Alors, c'est avant tout pour moi une condition neurobiologique. C'est pas parce qu'on a vécu tel ou tel traumatisme que tout à coup on devient hypersensible. C'est malheureusement pour moi ce que j'ai cru, ce qui explique aussi toutes ces années de thérapie, souvent d'ailleurs infructueuses. C'est une condition neurobiologique avec laquelle on vient au monde et qui fait de nous, voilà, des personnes qui percevons plus de choses, plus intensément. On parle aussi souvent de la théorie du monde intense. Et moi, j'avais envie de vous parler aujourd'hui des 3 V. C'est les différences principales avec lesquelles moi, j'ai commencé à pouvoir reconnaître les personnes hautement sensibles. D'abord dans ma pratique de thérapeute et puis aussi dans la vie de tous les jours, parce que c'est assez intéressant de pouvoir les reconnaître afin de trouver des personnes avec qui on a de réelles affinités. Alors les 3 V, c'est une vision du monde qui est vraiment spécifique de la personne hautement sensible. J'en parle plus longuement dans les vidéos précédentes, cette envie de créer le monde des bisounours, de créer un monde meilleur. Les valeurs qui sont souvent très accentuées chez les personnes hautement sensibles, notamment l'honnêteté, la sincérité, l'authenticité, mais aussi la justice, bien sûr. On supporte très mal l'injustice. Et puis la vocation, parce que souvent, les personnes hautement sensibles sentent en eux un désir de servir, un désir d'aider, un désir de créer un monde meilleur. Donc voilà, c'est mes 3 V, vision du monde, valeurs et vocation. Alors, pourquoi j'ai eu envie de faire cette vidéo ? Justement, avec notre forte émotionnalité, avec notre tendance à douter de soi, malheureusement, ça fait de nous des personnes vulnérables, des proies faciles, si vous préférez. Il y a aussi, à mon avis, le fait qu'on fonctionne différemment, ce qui fait qu'on va souvent mal interpréter, ça va créer beaucoup de malentendus, beaucoup de sous-entendus, beaucoup de complexité dans les relations, surtout si on ne sait pas qu'on est une personne hautement sensible et qu'on n'a pas un tout petit peu appris à comprendre les différences avec les personnes que j'appellerais ici neurotypiques. Alors nous, on n'est pas forcément neuro-anormal, mais on va dire qu'on est neuro-atypique quand même. Ce que j'ai aussi pu remarquer, c'est qu'on a une immense tendance à culpabiliser et à nous croire responsables de tout, tout le temps. Alors, bon, il y a plusieurs explications à ça. Souvent, on adore l'introspection, réfléchir, etc. On sait se remettre en question. Bon, ça, c'est des très belles qualités. Mais le problème, c'est quand on prend tout sur nous, en fait. Dès qu'il y a quelque chose qui est tendu avec quelqu'un, dès que quelque chose ne se passe pas comme on avait prévu, alors ça aussi on n'aime pas trop, hein, l'imprévu évidemment, alors on va commencer à réfléchir, puis on va se dire que c'est quelque chose que nous on a dit, que nous on a fait, que nous on n'a pas dit, que nous on n'a pas fait, qu'on aurait dû faire autrement, mais comment on aurait dû faire, et on commence à réfléchir énormément, ce qui fait qu'on n'arrive plus à être naturel, et ça aussi, je dirais, alors c'est la voie facile vers la manipulation, surtout si la personne en face a un peu l'habitude et puis qu'elle a envie de vous faire aller, je dirais, là où elle veut. Parce que la manipulation, c'est avant tout mettre quelqu'un dans un état d'hypnose. Eh oui. Vous me direz,
l'état d'hypnose à l'état l'hypnothérapeute, donc ça devrait être quelque chose de positif. Et oui, effectivement, ça peut l'être. L'état d'hypnose, c'est un état merveilleux si c'est dans les niveaux de conscience où vous êtes en lien avec votre essence profonde. Mais il existe divers états d'hypnose. Et il y a des états d'hypnose où, par contre, à ce moment-là, on est justement dans un état qu'on appelle un état de transe négative ou d'hypnose négative. C'est les états d'anxiété, c'est les états où on se fait manipuler. Donc, à savoir que ça veut simplement dire que vous êtes dans un état de conscience modifié. Et puis, il y a certains qu'on recherche parce qu'ils sont thérapeutiques, parce que c'est des états où on peut libérer de l'anxiété, on peut libérer des émotions qui sont lourdes pour nous. Et il y a malheureusement d'autres états où alors on devient extrêmement suggestible à des injonctions négatives, je dirais. Donc c'est important de réaliser que notre esprit peut voyager comme ça dans des états d'hypnose divers et que certains d'entre eux nous rendent vraiment vulnérables. Alors, à partir du moment où vous commencez à vous remettre en question, à réfléchir beaucoup, qu'il y a cette voix-là en dehors de vous qui commence à discuter, vous êtes déjà dans un état d'hypnose. Vous n'êtes plus vraiment vous-même et vous perdez le lien avec votre intuition. Et là, alors évidemment, on peut être facilement conduit sur une route qu'on n'aurait pas peut-être préalablement choisie. Alors ça aussi, apprendre à reconnaître là où est ma propre responsabilité et là où commence celle des autres, ça aide vraiment beaucoup pour sortir de ces pièges de la manipulation. Et puis alors évidemment, le perfectionnisme, ça, c'est évident que ça va déjà nous pousser à la culpabilisation, au manque d'estime de soi, ce sera jamais si bien, on aurait toujours pu faire mieux, et encore une fois, c'est toujours de notre faute, etc. Et je pense que ça prend énormément d'énergie. Alors, encore une fois, vouloir faire les choses bien, mettre du cœur à l'ouvrage, tout ça, c'est des belles qualités. Mais quand on n'a plus droit à l'erreur, qu'on doit tout réussir du premier coup avant de pouvoir faire quelque chose, souvent ça nous bloque et puis ça crée pas mal de souffrances inutiles finalement. Et ce que moi j'ai aussi envie d'ajouter, c'est que le besoin d'harmonie qu'on a est de créer ce monde meilleur, ce monde des bisounours, ça aussi, ça nous fait plonger dans ce piège. Parce que souvent, on va avoir tendance à peut-être pas exprimer exactement les choses comme on les ressent, on va avoir tendance à vouloir éviter les conflits, encore une fois, à peut-être dire les choses d'une certaine façon ou pas tout dire. Et ça aussi, c'est une porte ouverte forcément à la manipulation. Donc, le besoin d'harmonie, c'est bien, mais je dirais que s'il passe avant le besoin de se respecter de soi-même et avant sa propre vérité, là, c'est un peu déséquilibré, j'ai envie de dire, mais je reparlerai de ça un petit peu plus tard après. Alors, à quoi ça sert la manipulation? Alors là, je vous ai mis une image qui n'est pas très nette, j'en suis désolée, mais c'est la seule que j'ai trouvée, du film La prophétie des anges. Alors moi, c'est un bouquin que j'ai adoré. Alors si jamais vous ne l'avez pas encore lu, vraiment, il est génial. C'est des grandes vérités universelles, mais présentées sous forme romancée. C'est extrêmement palpitant, ça se passe au Pérou, c'est vraiment génial. Et en l'occurrence, on parle à un moment donné, je ne sais plus laquelle c'est, des prophéties, on parle à un moment donné de ces échanges d'énergie entre personnes. Et il s'avère que sur Terre, la lutte principale, c'est pas l'argent, c'est pas le sexe, c'est pas le pouvoir, c'est l'énergie. On veut tous récupérer de l'énergie parce qu'on a besoin de cette énergie pour vivre. Alors, on n'a pas uniquement besoin de boire et de manger, on a besoin d'énergie et cette énergie, on la récupère de différentes façons. Si on est autonome et on va dire avec un niveau de conscience suffisant, on récupère cette énergie via les voies de connexion spirituelle, par exemple, quel que soit le terme que vous appréciez d'utiliser. Mais enfin, on est autonome au niveau de son niveau d'énergie, on passe du temps en méditation, on prend soin de soi, on prend soin de ses besoins, on prend soin d'avoir du plaisir dans la vie, et on est autonome, c'est-à-dire on prend en charge le fait de devoir répondre à ces besoins-là. Mais quand les personnes n'ont pas cette maturité, je dirais, parce que c'est vraiment une question de maturité, de niveau de conscience, alors elles vont devoir récupérer cette énergie ailleurs parce qu'elles ne sont pas autonomes pour, on va dire, trouver cette énergie. Les personnes hypersensibles, si vous voulez, c'est un peu comme des stations-service d'énergie parce que souvent elles sont très connectées et ça c'est lié aussi au fonctionnement du cerveau droit.
Donc souvent, c'est des personnes qui vont rayonner, qui auront beaucoup d'émotions, qui vont penser beaucoup, et tout ça, c'est de l'énergie qu'elles envoient vers l'extérieur et qui va évidemment attirer énormément de personnes qui sont en recherche, elles, d'énergie parce qu'elles ne sont pas en mesure de la récupérer de façon autonome. Et sur cette image, par exemple, on voit ce qui se passe, alors je suis d'accord, pas très bien, c'est flou, mais on voit ce qui se passe au niveau énergétique comme échange entre deux personnes. Alors parfois, deux personnes, quand elles entrent en relation, elles sont vraiment dans l'amour, elles sont dans le partage, et du coup, la somme d'énergie va augmenter de plus en plus. Si vous voulez, elles entrent en résonance de façon positive. Et quand on regarde l'énergie créée par ce groupe de ces deux personnes, la somme est supérieure la quantité d'énergie est supérieure à la somme des deux énergies individuelles. Vous voyez ce que je veux dire? Ça crée carrément de l'énergie grâce à l'interaction qui se passe entre les deux personnes, grâce à l'échange d'amour qui se passe entre les deux personnes. Si maintenant vous vous trouvez dans une situation où la personne est en recherche d'énergie, c'est-à-dire elle a besoin de la récupérer de votre part, alors ce qui va se passer, c'est qu'elle va peut-être utiliser diverses techniques, mais elle va vous mettre dans un état d'hypnose, ou alors elle arrivera à récupérer votre énergie. Et c'est souvent fait de façon inconsciente. Vous ne vous en rendez pas compte, mais au fur et à mesure de l'interaction, vous êtes de plus en plus fatigué, vous ne vous sentez pas très bien, à la fin vous vous sentez peut-être coupable ou énervé. Et ce qui s'est passé, c'est que la personne a pris votre énergie. Ce qui est terrible, c'est qu'ensuite vous allez beaucoup réfléchir à cette personne. Elle va peut-être vous énerver ou vous vous sentirez coupable, donc vous allez repenser encore et encore à cette personne. Et il y a vraiment, on va dire, des moments où on peut être hanté par une autre personne, même qu'elle est en vie, parce que justement on y pense tout le temps, on est obnubilé, obsédé par cette personne. Alors voilà, à ce moment-là, on ne se sent pas bien, l'estime de soi, elle commence à souffrir, on se sent coupable et notre niveau d'énergie descend. Par contre, cette énergie, elle est allée quelque part et puis elle est allée chez cette autre personne. C'est ça que c'est important de commencer à réaliser et à prendre de plus en plus conscience de où vous en êtes avec votre niveau d'énergie, de vous sentir vraiment responsable de cela pour stopper au moment où vous remarquez que votre énergie baisse, pour faire quelque chose pour stopper ce lien, cette interaction, parce que sinon vous allez vous vider. Et c'est notamment ce qui se passe à l'extrême quand on est en relation avec un pervers narcissique. Lui, il a besoin de votre énergie et vous la lui donnez, et ça va jusqu'à ce que la personne soit pratiquement détruite, voire complètement détruite psychologiquement. Alors, c'est ce qu'on appelle le vampirisme énergétique. Alors, selon Eric Berne, moi j'ai adoré suivre les cours d'analyse transactionnelle, ça m'a vraiment aidé à comprendre tout ça. L'autonomie au niveau de son, on va dire, niveau énergétique, donc sa vibration si vous préférez, l'autonomie s'acquiert via 4 voies. La première, c'est la capacité de conscience. C'est quoi la capacité de conscience? C'est la capacité d'être en lien avec l'ici et maintenant sans déformer la réalité. Alors là, on se rend compte que c'est déjà tout un enjeu pour quelqu'un qui réfléchit beaucoup d'être dans l'ici et maintenant. C'est pour ça que c'est important que vous preniez conscience, comme moi j'ai dû le faire un peu à mes dépens, qu'il faut trouver le moyen de maîtriser votre cerveau, de trouver des techniques pour apaiser votre esprit. Alors les techniques qui ont fonctionné pour moi, je les ai souvent mises dans mes vidéos, pratiquement toutes probablement, mais c'est peut-être pas celles qui vont fonctionner pour vous. Ça peut aller via le sport, ça peut aller via la créativité, via l'écriture, dessiner des mandalas, méditer, faire de la pleine conscience, peu importe finalement. Là, je dirais, on doit tous trouver un peu notre voie. Mais de prendre conscience que on n'est pas des victimes de notre cerveau, que si on commence à réfléchir tout à fait trop, il y a une forme de déséquilibre et c'est important de trouver le moyen et c'est nécessaire de se faire aider pour inverser ce processus et pour retrouver vraiment la maîtrise de votre vibration, de vos niveaux de conscience et je dirais de vos fréquences cérébrales. Ça, c'est très important. Pas de déformation, ça veut dire aussi que c'est nécessaire de guérir les grandes blessures de l'enfance pour éviter de faire tout à fait trop de projections. On va voir tout à l'heure que les interactions de type jeu psychologique, qu'on appelle donc de la manipulation, il y a un point d'accroche. Et ce point d'accroche, c'est le point faible. Donc, plus les points faibles sont grands, plus on est vulnérable, malheureusement. C'est terrible à dire, parce qu'on se dira, oui, mais on a déjà énormément souffert, et puis alors, on souffre encore plus. Mais il semblerait que, quand on a ce point faible,
eh bien, c'est comme un bouton sur lequel les personnes qui ont besoin d'énergie vont pouvoir appuyer. Donc, c'est pour ça que c'est aussi important de prendre la responsabilité de tout ça et de, si nécessaire, se faire aider pour apaiser, je dirais. On ne peut jamais peut-être totalement guérir. Et puis, on sait que les personnes hautement sensibles ont cette tendance à douter d'elles. Puis, c'est bien aussi, parce que les personnes qui sont trop sûres d'elles, ben, c'est pénible, elles ne se remettent jamais en question. Voilà. Donc, tous les absolus, évidemment, sont irréalistes, je dirais. Puis c'est pas le but de devenir une personne parfaite, mais c'est de prendre, je dirais, la responsabilité de comment je me sens, de comment, voilà, comment je me prends en charge et comment je prends la responsabilité de ma vie et comment je reprends aussi les rênes de ma vie. Alors, ça c'était le premier élément, la capacité de conscience. Le second élément, c'est la capacité de spontanéité. Alors justement, réfléchir trop analyser, porter des masques, ça nous coupe de notre spontanéité. Et puis du coup, on a le risque aussi d'entrer dans des comportements inconscients et automatiques. Et ça, encore une fois, si quelqu'un a compris comment ça fonctionnait, c'est encore une fois un bouton sur lequel elle peut appuyer très facilement. Puis il y a une chose aussi qui nous pousse à manipuler et à porter un masque, c'est le fait de ne pas arriver à être dans l'intimité. Donc, la capacité d'être dans l'intimité, c'est vraiment quelque chose qui nous permet de nous libérer de tous ces jeux psychologiques inconscients. Être dans une relation authentique avec l'autre, dans une relation vraie et appropriée. Que ça peut aller dans le partage relationnel, mais encore une fois, ça peut aussi être une mise au point très franche, parce que voilà, c'est important de se respecter quand on est authentique. Alors, c'est bien de communiquer de façon non violente, c'est bien la gentillesse, la compassion, l'empathie, c'est des très belles qualités. Mais si à un moment donné, on ne peut plus dire stop, on ne peut plus dire non, et puis on est sans arrêt pris au piège dans ces jeux-là, parce qu'il y a des personnes qui ont compris qu'on allait tomber dedans à chaque fois, et qui finalement nous utilisent pour récupérer cette énergie. Parfois ça peut être de l'argent, ça peut être de l'attention, ça peut être tout un tas de choses. Alors là, c'est plus normal. C'est important de pouvoir dire stop, de poser des limites. Une chose importante aussi, c'est la capacité de pouvoir, je l'ai déjà mentionné plusieurs fois, prendre ses responsabilités, assumer les conséquences de ses actes et en tenir compte dans ses rapports avec les autres. Si moi, je suis pris au piège dans un jeu psychologique, voilà, ça arrive à tout le monde, encore une fois. On est des êtres humains, on n'est pas tous des bouddhas à déambuler dans les rues, donc forcément, à un moment donné, ça va nous arriver, on va tomber dedans. Par contre, c'est de prendre la responsabilité de ça et de se dire, voilà, moi j'y suis allée, peut-être ça s'est fait de façon inconsciente, peut-être la personne en face est vraiment douée pour le faire, ça c'est ok, mais après c'est ma responsabilité de sortir de là, parce que si je me positionne en victime ou si à chaque fois je vais m'énerver et puis voilà, ça va certainement pas aider. Et puis on va voir tout à l'heure quels sont ces rôles qu'on joue dans les jeux psychologiques, mais il y a le rôle du sauveur aussi, donc devoir toujours se sentir responsable de tout ce que les autres ressentent, puis avoir tout le temps besoin que tout le monde soit heureux autour de soi avant de soi-même pouvoir être heureux. Alors ça aussi c'est le piège le plus grand qu'on puisse trouver quand on est une personne sensible, parce que là on va tomber dedans à chaque fois, c'est clair. Donc voilà, de juste, moi à mon avis, le concept de responsabilité et de respect de soi, c'est vraiment fondamental. Je vais répéter encore une fois les 4 éléments qui permettent d'être dans une autonomie énergétique. Il y a la capacité de conscience, la capacité de spontanéité, la capacité d'être dans l'intimité et la responsabilité. Ça, c'est l'analyse transactionnelle selon Eric Berne. C'est à mon avis un des meilleurs moyens pour comprendre comment ça fonctionne quand, a priori, justement, on se retrouve dans ces états d'hypnose, ça se passe à l'insu de nos pleins grés, on ne sait pas comment on est arrivé là, mais on se sent mal, on se sent énervé, on se sent coupable, on se sent fatigué, etc. C'est simplement qu'on est tombé dans le piège. Ça va de toute façon arriver à un moment donné, autant savoir comment ça fonctionne. Alors, c'est quoi ces jeux psychologiques dont je vous parle depuis un moment? C'est des jeux justement où on va récupérer ces énergies. C'est formé par un ensemble de transactions qui se terminent toujours par un malaise. Alors, ce malaise, ça peut être vous êtes énervé, vous êtes fâché, vous vous sentez coupable, vous ne savez plus quoi penser, vous ne savez plus à quoi vous en tenir, et ça vous fait réfléchir, et ça vous fait ruminer, etc. C'est que vous êtes tombé dans le piège. Et il y a toujours dans ce genre d'interaction une transaction à double fond, c'est-à-dire il y a un double message. Et ça aussi, quand on est une personne hautement sensible, on va le sentir.
qu'il y a quelque chose qui est dit avec les mots et il y a autre chose qui est dit avec le corps. Voilà. Et ça nous met mal à l'aise. Donc il y a le message ouvert qui est souvent positif, qui est une forme d'appât si vous voulez, et il y a le message caché, le non-dit, qui est en fait le message principal. C'est la personne qui va vous mener en bateau si vous voulez. Et le message caché, lui évidemment, il contient toujours une dévalorisation ou alors une survalorisation inadéquate qui vous met aussi mal à l'aise. Vous voyez ce que je veux dire? Et c'est toujours reçu par une personne malheureusement qui a un point faible. Donc voilà, comment ça fonctionne? C'est la formule J, toujours selon Eric Berne. Il y a l'attrape-nigo plus un point faible. L'attrape-nigo, c'est justement ce message, ce double jeu, si vous voulez, verbal et non verbal, qui va s'attaquer au point faible de la personne d'en face. Et là, il y a une réponse. À un moment donné, la personne va avoir un déclic qui va créer un moment de stupeur. Et là, il va y avoir ce bénéfice du jeu, c'est-à-dire le sentiment parasite. Et c'est ce sentiment parasite qui est recherché par la personne qui manipule. Et c'est à travers ce sentiment parasite que vous allez lui donner toute votre énergie. Et puis vous, de votre côté, ça vous permet de justifier une position de vie. C'est à ça que ça sert. Donc, ça permet de justifier que vous êtes une victime, par exemple, que c'est toujours pareil. Voilà, moi, je me fais toujours avoir, personne ne me comprend, personne m'aime, enfin, tout ce genre de trucs. Voilà. Ou alors, c'est toujours moi la méchante. Voilà, ça va permettre de faire. À partir du moment où vous vous sentez mal, c'est simplement que vous êtes dans un jeu. Et justement, il y a deux personnes qui sont dans ce jeu et les deux sont responsables. Et ensuite, on va voir que les rôles, ça peut s'alterner dans une discussion. On passe de l'un à l'autre et tout ça. Mais en tous les cas, on n'est pas authentique, on n'est pas dans l'intimité. Et on n'est certainement pas dans l'autonomie énergétique. Voilà. Donc tout ça, c'est important de bien comprendre comment ça fonctionne. Si l'équation n'est pas hyper claire pour vous, je vais résumer le plus important. Au début, il y a un double message. Il y a le message qui est dit et il y a le message qui est non verbal que vous ressentez. Et là, c'est important d'être connecté à son intuition parce que vous allez le sentir s'il y a quelque chose d'autre. Et si vous sentez ça, c'est que c'est là. Voilà. Ça ne veut pas dire que ça ne répète pas peut-être quelque chose que vous avez déjà vécu dans le passé. Ou ça ne veut pas non plus dire que ça ne vient pas appuyer sur le bouton d'une blessure de l'enfance. Parce que oui, on le sait qu'il y a ce point faible et que ça vient appuyer quelque part qui est là chez vous. D'accord? Mais c'est quand même fait exprès et c'est quand même en train de se passer maintenant. Donc c'est important de le détecter. À la limite, après, on peut utiliser ça pour voir les blessures, voir où on en est. Ça peut être un extraordinaire outil de prise de conscience. Mais dans l'instant là où vous sentez mal, c'est que vous êtes pris dedans. Il y a un moment de stupeur et il y a ce bénéfice du jeu, c'est-à-dire il y a le sentiment négatif. Vous vous sentez coupable, énervé, vous ne savez plus quoi penser, vous ne savez plus quoi dire, vous ne savez pas ce que vous avez fait de faux. Voilà, c'est ce moment un peu d'hypnose négatif où c'est le flou en fait. Voilà. Ça, c'est typiquement comment ça se passe. Je dirais que ce qui va beaucoup créer aussi ces bénéfices négatifs, c'est quand les personnes sont incohérentes. C'est-à-dire, un jour, elles vont être sympas, et puis un jour, elles vont plus l'être, et puis vous ne savez pas à quoi vous en tenir, et vous réfléchissez beaucoup, et ça, particulièrement dans les relations amoureuses, c'est très présent. C'est le suis-moi, je te fuis, fuis-moi, je te suis. Ça aussi, c'est des techniques de manipulation qui créent un certain flou, et c'est typiquement le genre de choses que si vous prenez la responsabilité, au moment où vous le détectez, vous faites ce qu'il faut pour sortir de là, par n'importe quel moyen. Les triangles dramatiques, je suis sûre que vous avez déjà entendu parler de ça. Il y a la victime, elle se plaint, elle subit, elle s'apitoie. Alors c'est un rôle comme un autre. C'est un rôle dans lequel elle est. Souvent, on apprend ces rôles aussi dans l'enfance. Voilà. Puis après, on a de la peine à en sortir. Mais s'il y a une victime, il y a forcément un persécuteur. Lui, il critique, il ironise et il dévalorise. Alors la victime, si elle a besoin d'être une victime, elle va trouver un persécuteur. Et ça pourrait très bien être vous. Voilà. Elle va vous faire croire après que c'est vous la méchante ou le méchant, que c'est vous le problème, que vous avez dit ça, que vous avez fait ça, etc. Et vous êtes là, vous ne savez pas trop comment vous êtes arrivé là. Ça ne vous ressemble pas vraiment. Vous êtes un peu sorti de vous-même. Voilà, vous êtes pris dans un jeu. Pareil, si une personne a besoin d'être le persécuteur parce qu'elle se sent revalorisée par ça, voilà, elle se sent avoir du pouvoir avec ça, elle va réussir à faire de vous une victime.
Même si c'est peut-être pas votre habitude, c'est pas comme ça que vous réagissez habituellement, comme par hasard, vous savez plus quoi répondre, vous êtes intimidé, voilà, vous êtes pris dans le jeu. Et puis, c'est peut-être le plus difficile à détecter, en tout cas pour moi, c'est les moments où on est dans le rôle du sauveur. Alors, le sauveur, il ne peut pas s'empêcher d'aider. Il est toujours responsable de tout le monde, de tout ce que les autres ressentent, et puis il va aider partout, et parfois donner des conseils quand on ne lui le demande pas. Le problème, c'est que lui, il vous infantilise. Donc voilà. C'est comme si, inconsciemment, il vous faisait croire ou comprendre que vous n'auriez pas pu vous en sortir tout seul. Et donc, c'est pour ça qu'il y a vous sentez bien maintenant qu'il n'y a aucun de ces rôles qui est vraiment authentique et puis qui est vraiment dans la responsabilité et dans la maturité. Donc voilà, simplement, il faut savoir que si on a été à un moment donné dans un de ces rôles, et encore une fois, dans une interaction, on pourra passer d'un rôle à l'autre, je vais expliquer ça tout à l'heure, comment ça se passe, mais si vous avez été dans une de ces interactions, le résultat, c'est toujours le même, vous vous sentez mal. Et si vous vous sentez mal, c'est que vous avez été pris par la manipulation. C'est à prendre la responsabilité de ça pour essayer de comprendre ensuite s'il faut, avec l'aide de quelqu'un, peut-être débriefer avec une amie ou débriefer avec un thérapeute, mais voilà, débriefer pour comprendre quel était votre point faible ou voilà, qu'est-ce qui vous a fait entrer dans le jeu. Puis l'exemple que je préfère, c'est le 8 mai. Alors c'est la personne qui vient, elle se plaint. Elle a un gros problème, voilà, personne l'aime. Son mari fait ci, ses enfants font ça, etc. Au travail, c'est comme si elle se plaint, elle se plaint. Et puis vous, eh ben, vous essayez de l'aider. Alors vous essayez de lui donner des solutions, des conseils. Et puis elle vous dit, oui, non, mais ça j'ai déjà essayé, mais ça marche pas parce qu'un chien, puis lui, il veut pas entendre. Et puis, ah oui, mais alors il faut essayer ça. Oui, non, mais ça aussi j'ai essayé, mais ça marche pas parce que si, parce que ça. Ah, c'est toujours pareil. Et voilà. Et vous sentez bien que vous donnez des solutions, encore des solutions. Et la personne, ben, tout ce qu'elle veut être, c'est rester la victime. Elle s'en rend pas compte, c'est inconscient, mais elle veut juste justifier sa position de victime. Donc, aucune des solutions que vous lui présentez vont lui convenir. Et ça s'appelle le jeu des 8 mai. Puis en général, il se passe quoi? Vous êtes en face, d'un moment, vous en avez marre, alors vous allez vous énerver. Et ça fait de vous le persécuteur. Donc voilà comment vous êtes passé du sauveteur au persécuteur. Et puis après, vous allez être énervé contre cette personne, vous allez voir votre copine et vous allez lui dire, ouais, tu te rends pas compte, elle a dit ça, elle a fait ça. Et là, vous devenez une victime. Et ça recommence, et ça recommence. Donc plus, on va en plus en parler, etc., pour expliquer à quel point il a dit ça, il a fait ça, il n'aurait pas dû dire ça, il n'aurait pas dû... Voilà, plus on reste dans le jeu, plus on se nourrit, et plus il y a des échanges d'énergie qui sont faits à des niveaux vraiment de basse vibration. Malheureusement, c'est un peu ça le souci, c'est-à-dire que n'importe comment, ben, ça ne vous fait pas vous sentir mieux, vous n'allez pas gagner en estime de vous, peut-être par moments ça donne des poussées d'adrénaline, etc. Donc on se sent un peu révigoré, mais c'est très futile tout ça, et puis à la longue ça fatigue vraiment. Alors qui joue avec qui, ben, c'est toujours compliqué parce qu'à un moment donné on est pris dans ces jeux, puis les rôles tournent, donc voilà. C'est bien possible qu'à la fin, d'ailleurs, tout le monde se sente mal à l'aise, à moins que ce soit vraiment des manipulateurs qui soient, mais encore une fois, narcissiques et qu'ils le fassent de façon consciente, et puis qui ne ressentent pas eux-mêmes d'émotions. Mais si, dans la plupart des cas, je dirais, on est pris là-dedans, on ne sait plus vraiment qui a commencé, comment ça s'est passé, on rejoue des rôles qu'on a l'habitude de jouer. Il y a quand même un instigateur du jeu, ça c'est celui qui cherche l'énergie. Puis il y a celui qui se fait prendre dans le jeu, mais c'est celui qui transfère l'énergie. Et là, je vous ai mis cette image clairement de l'ampoule qui a besoin d'électricité, donc voilà, elle va venir chez vous. Et encore une fois, la personne hautement sensible, elle a pas mal d'énergie, elle ne s'en rend pas toujours compte, mais le fait qu'elle soit connectée comme ça, et puis cerveau droit, ça fait que ça devient comme justement une source énergétique, une station essence, je dis parfois. Donc voilà, elles sont souvent détectées parce qu'elles rayonnent, parce qu'elles sont pleines de vie, etc. Et puis, alors elles vont attirer à elles des personnes qui vont les vampiriser. Et je vous rappelle, donc l'énergie va là où vont les pensées et les émotions. Donc plus vous portez d'attention à une personne, que ce soit par vos pensées, par vos émotions, ou par tout le discours qu'on fait. Quand, voilà, moi, je me souviens de toutes ces voix où j'ai parlé à des collègues, mon chef a dit ça, moi, celui-là, il a fait ça, celui-là, il a dit ça, et tout, puis c'est pas possible, tu te rends compte ce qu'il a dit, et tout ça. Tout ce genre de discussion, voilà, ça alimente ces jeux, et puis ça fait qu'on perd toute son énergie, franchement, en plus pour rien, parce qu'il y a rarement des solutions dans tout ça. Alors,
vous me direz, c'est bien joli, maintenant j'ai compris comment ça marche, mais comment je fais pour sortir de là? Donc voilà, c'est de reprendre son pouvoir personnel, de reprendre son autonomie via les quatre voies que je vous ai parlé tout à l'heure. Donc il y avait vraiment la capacité de conscience, donc prendre conscience, augmenter sa capacité à rester dans l'ici et maintenant, sa capacité de spontanéité, d'être le plus authentique possible, de respecter ses limites et d'oser aller dans l'intimité relationnelle. Et ça demande de guérir les plus grandes blessures et ça demande de prendre des risques et de se faire confiance, de prendre aussi ses propres responsabilités, de choisir vraiment de sortir du jeu. Ça veut dire que on n'est plus un persécuteur, mais on va commencer à s'affirmer, à poser des limites. On n'est plus un sauveur, mais on prend soin des autres quand ils nous le demandent, et seulement à ce moment-là. Et puis, on n'est plus une victime, mais on est vulnérable. Voilà. Comment sortir du jeu, c'est de augmenter son niveau de conscience, devenir de plus en plus mature émotionnellement, de vraiment prendre ce recul par rapport à ces jeux, d'apprendre à les détecter et puis de choisir de sortir de là. Ça, c'est vraiment la décision principale. Je souhaite sortir du jeu par n'importe quel moyen. Et ça, une fois qu'on est dans l'affirmation, dans le soin des autres et dans la vulnérabilité, on est vraiment dans les relations de cœur. Et ça, c'est vraiment celles qui sont les plus épanouissantes. Et ce qu'il y a de merveilleux dans ces relations-là, c'est que quand vous êtes dans une vraie relation de cœur avec quelqu'un, à la fin, vous n'êtes pas vidé, mais vous êtes rempli d'énergie. Vous vous sentez bien, cette personne vous a fait vous sentir bien, et puis elle fait que vous vous aimez encore plus, et vous êtes encore plus en mesure d'aimer cette personne. Et là, je dirais, c'est vraiment le win-win, c'est le Graal de la relation. Alors, on en a déjà un petit peu parlé, mais voilà, si vous voulez éviter de tomber dedans, c'est de commencer à reprendre confiance en vous, d'arrêter d'être gentil, mais d'être vrai. C'est le titre d'un livre que je vous conseille de lire si ce n'est pas encore fait. De sortir de ce besoin déséquilibré d'harmonie pour bien sûr aimer les autres, mais avant tout s'aimer soi et se respecter soi-même. De faire ce qu'il faut pour apaiser son esprit, pour sortir de la rumination et prendre conscience que tout le monde ne fonctionne pas comme vous. Donc tout le monde n'est pas en train de dire la vérité tout le temps. Tout le monde n'a pas envie d'être sincère. Il y a des personnes qui, elles veulent juste prendre votre énergie. Voilà, c'est leur façon d'être au monde, c'est leur façon de survivre. C'est vraiment une question de survie pour elles. Et puis elles risquent bien d'y arriver par tous les moyens. Donc dans certaines situations, la meilleure chose à faire, c'est encore de prendre de la distance. J'ai un ami qui m'a dit récemment, mais c'est tellement fatigant de devoir poser des limites tout le temps. Et moi, je suis bien d'accord, j'ai plus envie de faire ça dans ma vie. Donc, si vous êtes avec une personne avec qui vous sentez que c'est tout le temps nécessaire de poser des limites, parfois c'est aussi de s'autoriser à s'éloigner de certaines relations quand elles sont plus positives pour nous, quand on sent que avec cette personne, systématiquement, on perd notre énergie. C'est pas forcément de sa faute, c'est pas forcément de la vôtre. Mais tant que vous n'avez pas compris ce qui se passait, parfois prendre un peu de distance, ça permet aussi de donner du temps au temps. Voilà. Et puis si vous êtes comme moi, vous aurez fait ces erreurs-là, c'est bien probable. Donc c'est l'erreur de vouloir donner encore plus pour que la personne voit à quel point vous êtes sympa et puis qu'elle n'essaie plus d'être dans ce mode avec vous, d'interaction, de pouvoir, mais qu'enfin qu'elle ait aussi envie d'être dans le partage, etc. Ça marche en tout cas pas. Hein. Donc si vous avez envie que la personne s'intéresse et vous respecte, eh bien il faut d'abord vous respecter vous-même. Ou alors de tomber après dans des histoires de en tout cas cette fois c'est fini, maintenant je pose mes limites, c'est terminé, et puis on commence à avoir envie d'avoir raison, de se justifier, d'expliquer pourquoi elle n'aurait pas dû faire ça, parce que tu vois quand tu as dit ça, ça fait ça, ça aussi en tout cas ça donne très très peu de résultats. Souvent je trouve la meilleure chose à faire c'est encore de prendre de la distance et puis de se positionner, parce que justement les faux compromis, j'adore cette image que j'ai trouvée récemment sur Facebook. La peur de la confrontation fabrique de faux consensus qui créent de vraies confusions. Donc voilà, ces histoires de consensus, quand on veut être trop gentil, quand on veut trop d'harmonie, quand on n'ose pas être dans le conflit, ça crée ces états de confusion et ça crée une porte ouverte à ces jeux de manipulation. Donc cette image, je trouve qu'elle illustre exactement ce qu'il est juste de faire dans ces situations-là. C'est vraiment, je me pose dans l'ici et maintenant et simplement
je refuse maintenant le jeu. Et des fois, il n'y a rien à dire. C'est vraiment une question de posture et de position énergétique. Refuser le bénéfice, c'est-à-dire ne plus accepter de se sentir coupable, ne plus accepter d'être responsable de tout le temps et de plus se sentir tout le temps soit la personne qui a fait faux, ou la personne qui était méchante, etc. C'est de reprendre vraiment son énergie, son autonomie, et puis de renoncer à avoir raison et que la personne en face comprenne. Parce que là, de nouveau, ça vous fait rester dans le jeu. Si un jour, elle réalise, parce que vous avez pris vos distances, qu'elle tenait à vous, elle reviendra et ce sera toujours le moment à ce moment-là d'avoir une discussion dans la bienveillance pour s'expliquer, pour savoir ce qui s'est passé. Mais tant qu'on est dans le jeu d'expérience, il n'y a pas grand-chose qui est possible. Alors, moi, ce qui m'a aidé aussi, c'est d'apprendre un petit peu des phrases comme ça à dire dans ces moments-là. Et puis, alors, j'en donne 3. C'est en fonction de si la personne, elle arrive en position de victime, de persécuteur ou plutôt de sauveur. Donc, voilà, la personne qui vient et qui vous explique à quel point tout le monde est méchant, tous les problèmes qu'elle a, etc., plutôt que de tout de suite déballer tous les conseils et toutes les choses qui ont marché pour vous et de perdre des heures à essayer de l'aider alors que visiblement, voilà, c'est pas ce qu'elle veut vraiment, parce que elle n'est pas vraiment capable ou elle n'est pas encore prête pour le changement, à ce moment-là, c'est de poser la question concrètement, mais qu'attends-tu de moi? Est-ce que je peux t'aider? Voilà. Et puis là, vous saurez si elle attend quelque chose de vous. Et puis à ce moment-là, si vous êtes d'accord, ben vous le faites. Puis si c'est trop pour vous, ben vous renoncez à le faire. Mais de prendre votre responsabilité, de ne pas tomber dans ce piège d'alimenter en fait sa position de victime. Alors ça m'est pas mal aussi arrivé au travail à une certaine période. Mon chef qui venait, puis qui, voilà, tout ce que je faisais c'était nul. Enfin voilà. Ça m'est même arrivé plusieurs fois. Et puis, vous sentez bien que visiblement, il vous a engagé, il ne vous a pas encore viré. Donc, il doit bien trouver un bénéfice dans le fait que vous êtes là. Donc, il y a forcément quelque chose de positif que vous faites bien. C'est de lui poser des questions. Oui, mais là, c'est gentil, tu m'as dit tout ce qui n'allait pas. Mais voilà, est-ce qu'il y a quelque chose qui est positif? Parce que ce n'est pas possible que tout soit négatif. Ça permet un petit peu aussi de rééquilibrer un petit peu les choses. Et puis, la personne qui vient, qui veut vous sauver, parce que, voilà, ah, tu sais, Anita, j'ai vu tout à l'heure, tu as dit ça, tu as fait ça, mais moi, je pense qu'en fait, tu devrais prendre conscience qu'il y a une part de toi, là, qui, voilà, tu vois, qui cherche la reconnaissance. La personne vient vous faire de la thérapie sauvage, vous n'avez rien demandé, vous vous sentez mal, vous sentez, ouais, encore une fois, analyser, c'est très désagréable, ça. Alors, personnellement, une des possibilités que je trouve, c'est, merci pour tes conseils, mais... voilà, je vais attendre avant de me faire ma propre opinion. Merci pour tes conseils, mais là, j'ai pas tout à fait, je me sens pas vraiment prête pour une thérapie. Voilà, il y a des façons aussi, tout à fait dans l'humour, de se sortir de ce genre de choses. Ah, c'est trop sympa, tu me fais une séance de psychanalyse, combien je te dois? Voilà, des petits trucs comme ça. Souvent, l'humour, ça fonctionne très très bien pour sortir de là. Puis encore une fois, certaines fois, il faut simplement pouvoir dire stop, ou bien même rien et partir. Je dirais que plus on prend la responsabilité de tout ça, plus on se dit, ok, ça c'est mon énergie, c'est ma responsabilité de la préserver, alors à ce moment-là, ça devient possible de trouver le moyen, même si on n'aime pas être méchant, même si on n'aime pas les conflits, mais enfin, à un moment donné, le respect, ça passe en premier. Donc, c'est simplement de pouvoir dire stop ou bien rien et partir. Moi, je me souviens une fois, je me suis retrouvée coincée dans un bureau avec une personne qui critiquait tout ce que j'avais fait, etc. Et puis, j'arrivais pas à m'expliquer, j'arrivais pas à désamorcer la chose. Simplement, à un moment donné, je me suis levée et puis je suis partie. Et puis, voilà. Alors, c'est vrai, c'est pas ce que je préfère faire, c'est pas forcément le plus agréable ni pour l'un ni pour l'autre, mais au moins ça a mis un terme à ça. Et puis le lendemain, on a pu rediscuter et puis les choses allaient beaucoup mieux. Donc à un moment donné, c'est de s'autoriser aussi certaines choses. Bien sûr, il ne faut pas avoir tout à fait trop peur et puis il faut pas mal avoir d'assurance, de confiance en soi, mais alors ça permet quand même de perdre beaucoup moins d'énergie et puis simplement de sortir de situations dans lesquelles vous n'êtes pas bien.
Parce que justement, certaines personnes, elles veulent le jeu parce qu'elles en ont besoin. C'est une question pour elles de survie. Elles ont besoin de votre énergie. Elles vous ont identifié comme étant un provider, on dit en anglais, une source. Et puis, voilà, elles vont y aller jusqu'à ce que vous craquiez. Et puis, elles sont douées en plus pour vous faire tomber là-dedans. Et en plus, voilà, quand on est une personne sensible, on tombe facilement dans ces états d'hypnose, un petit peu hébété comme ça. Donc voilà, c'est important de réaliser que parfois il faut dire stop. Vraiment, c'est important. Il y a une chose aussi quand même primordiale dans les relations, c'est que une relation qui est saine, c'est une relation qui est équilibrée. Donc si vous avez le sentiment que vous vous sentez fatigué, que c'est toujours vous qui donnez, que voilà, ça ne vient pas forcément en retour, et qu'après vous devenez obsédé par cette personne, vous y pensez tout le temps, là il y a eu un déséquilibre. Ça veut dire aussi que vous êtes rentré dans quelque chose qui est de l'ordre de la manipulation. C'est important de le savoir déjà, parce que voilà, à ce moment-là, vous prenez la responsabilité, vous prenez conscience, il y a déjà de la lumière qui est en train de s'installer, et ça change déjà quelque chose. Et petit à petit, s'il faut encore une fois demander l'avis d'autres personnes, si c'est des personnes qui manipulent souvent, d'autres s'en sont aperçus. Ça, c'est toujours le cas, parce qu'il est très probable qu'elle ait essayé avant avec quelqu'un d'autre. Donc justement, la solution primordiale, voilà, pour sortir de tous ces jeux, c'est de reprendre son autonomie, de reprendre son pouvoir et de s'estimer soi-même, de choisir, dire ok, moi maintenant, ce genre de situation, ça ne me convient plus. Je ne peux plus perdre mon énergie là-dedans. J'ai plus envie de ça. Moi, j'ai envie d'être heureuse, j'ai envie d'aller vers la paix, j'ai envie d'avoir des interactions qui soient constructives. Donc, je refuse à partir de maintenant de me sentir coupable ou de me sentir obsédée par une autre personne. Et même si je n'ai pas encore tout à fait les outils maintenant, je vais faire ce qu'il faut. Je vais faire ce qu'il faut pour sortir de là. Ça, c'est reprendre son pouvoir. Voilà. Alors, j'espère que cette vidéo vous aura plu, qu'elle aura été utile pour vous. En tous les cas, sachez que vous avez tout mon amour. Et puis, je vous embrasse très fort. Je vous souhaite de très très belles fêtes et une merveilleuse année 2019. Au revoir.